Bonjour, bon après-midi, bonsoir, Balandignon sur la Lune, Inès TV. Merci en tout cas d'être de notre sur Décryptage politique, en tout cas avec votre frère Francis. Merci d'être de notre aujourd'hui. Je vous espère bien portant. Quant à moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce. On est là encore une fois avec la même force, la même énergie. Alors, on va parler beaucoup aujourd'hui sur la MONUSCO et cette initiative de neutralisation des FDLR. Je vais vous parler de ça. On va parler encore une fois de Félix Tshisekedi, qui ne cesse de faire parler de lui. C'est un monsieur qui est à la une vraiment de l'actualité politique depuis bientôt 2 semaines, depuis qu'il avait été invité au Forum de paix à Paris. De là, il a été en Égypte. De l'Égypte, il a été au Qatar. Du Qatar, il a été au Brésil. Et finalement, il est retourné au pays. Après, quand il est retourné au pays, il n'a pas seulement fait un retour au pays. Il a été visité par le président israélien, monsieur Isaac Herzog. C'est la première information, la première actualité politique que je vous passe. Il a été visité par monsieur Isaac Herzog en RDC pour quelques heures. Le président israélien qui visite un pays africain, chose qui est rare, et puis il l'a fait pour quelques heures. Alors, par rapport à ça, il y a des gens qui se posent des questions. Quels sont les enjeux politiques de ces déplacements exprès? Quels sont les enjeux sécuritaires ou économiques? Qu'est-ce qui se cache derrière cette tête-à-tête entre les deux présidents? Pourquoi vous visitez la RDC et juste pour quelques heures et puis vous retournez? Quels sont les enjeux politiques derrière ça? Est-ce une façon de traiter encore business, un peu comme le président Félix Tshisekedi aime bien l'appeler RDC pays solution? Est-ce vraiment pays solution pour dire on traite business, le donnant, on vous donne des minéraux, vous aussi vous nous donnez, vous investissez dans notre pays, ou bien c'est juste donner des minéraux aux pays qui en veulent pour avoir une bonne image dans le monde? Je ne sais pas vraiment, mais les deux personnalités se sont rencontrées. Et les deux personnalités ont eu leur mot à dire par rapport à cette visite, mais vous ne devez pas, vous voyez, on ne doit pas toujours voir les choses du bon œil, voir comme si c'est juste une visite diplomatique entre deux présidents. Non, il faut toujours analyser les choses parce que de nos jours, on peut vous voler même en plein jour comme ça, on vous vole. C'est ça. Vous devez vraiment ouvrir les yeux. On saura, comme j'aime bien le dire, seul le temps nous le dira. On saura de quoi il a été question. Qu'est-ce qui était réellement caché derrière cette visite de ce président israélien. Alors, je vous passe à la deuxième information. C'est la MONUSCO qui rapatrie 49 Rwandais, dont 7 ex-combattants FDLR au Rwanda, volontairement. C'est-à-dire, ces gens-là, ces 49 personnes, ces 49 Rwandais se sont rendus volontairement à la section désarmement, démobilisation, réintégration et stabilisation DDRS de la MONUSCO. Cela, c'est après 3 jours à la frontière. Ils étaient à la frontière Goma, qui saigne. Là, ils sont à l'est. Donc, après s'être rendus à la MONUSCO, ils ont passé 3 jours à la frontière. Et puis, ils ont été accueillis par les autorités rwandaises
nous devons aussi vous signaler que depuis janvier, la MONUSCO a déjà facilité le rapatriement de 149 ex-membres des FDLR, dont 51 ex-combattants et 97 membres de leur famille. Par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui vont nous dire non, bon, quand même, la MONUSCO fait son boulot. Vous allez vous rappeler, le gouvernement congolais avait nous avait signalé qu'on avait besoin juste, on voulait à ce que les FDLR puissent se rendre soit au FARDC, soit à la MONUSCO. Donc la MONUSCO est en train de faire son boulot. Les FDLR sont en train de retourner au Rwanda. Je vous rappelle que les FDLR, ce sont les rebelles du gouvernement, sont vus comme rebelles du gouvernement de Kigali. Ce sont des Hutus et Kagame et les gens qui sont au pouvoir, ce sont les Tutsis. Alors, les FDLR sont considérés comme ennemis, soi-disant parce que ce sont eux qui ont créé les génocides de 1994, chose qui est fausse parce que la personne qui est derrière les génocides, c'est bel et bien Kagame. C'est lui qui a tué ses propres frères Tutsis. Voilà pourquoi, même quand ces gens sont rapatriés, ils sont réinsérés dans la communauté et il n'y a même pas ce n'est même pas dire qu'ils partent en prison ou il y a des sanctions, on les tue. Non, il y a pas ça. Voilà pourquoi aujourd'hui on ne parle même pas de châtiment ou bien de justice pour les personnes qui étaient mortes. Presque 1 million de personnes qui étaient mortes en 1994. Jusqu'à aujourd'hui, on parle du génocide le plus rapide de l'histoire parce qu'on a tué 1 million de personnes en 10 jours seulement. Et c'est Kagame qui était derrière tout ça. C'était lui qui avait tué ses propres frères. Voilà pourquoi même ces FDLR, quand ils retournent chez eux au Rwanda, ces gens-là ne sont pas tués, ils ne sont même pas jugés, ils ne sont même pas arrêtés. Donc, ils retournent chez eux. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui se passe. Les FDLR retournent chez eux, mais c'est toujours, c'est pas toujours, ce nombre n'est pas considérable. Si on considère les 49 plus le 149, donc là, il y a les 149, il y a 50, de ces 149, il y a seulement 51 ex-combattants des FDLR. Des 49, de ces 49, il y a seulement 7 ex-combattants. Au moins, ils sont à compter par milliers, les FDLR. En tout cas, c'est vraiment médiocre le nombre de ceux-là qui se rendent. Il y a des milliers qui sont encore là-bas à l'est du pays, qui vivent là-bas, qui se considèrent comme Congolais, parce que si vous avez vécu depuis toutes ces années en République démocratique du Congo, alors plus de 20 ans que vous êtes en République démocratique du Congo, pourquoi ne pas vous donner cette identité-là congolaise? Donc, il y a ceux-là qui vivent là-bas, qui se comportent déjà comme des Congolais. Alors, ce n'est pas une mince affaire, c'est une mission vraiment qui est très difficile, mais qui aussi constitue une insécurité pour notre population de l'Est, toujours par rapport à l'insécurité. Notre gouvernement a lancé une campagne de désarmement volontaire. Cela a été annoncé par le lieutenant Marc Elongo, qui est le porte-parole militaire du gouverneur. Il a lancé cette opération lundi de cette semaine, le 10 novembre. Donc, selon cette campagne, on offre une compensation militaire et une compensation financière à toute personne déposant une arme. Et là, je vous donne les prix. Quand vous déposez un fusil d'assaut de type AK-47, on vous donne $100. Et quand vous déposez une arme d'appui, c'est $200. Et pour une munition que vous déposez, on vous donne $1. Là, c'est une campagne qui a été lancée au Nord Kivu par le gouverneur militaire. C'est lui qui a lancé cela. On veut désarmer toutes ces milices, tous les rebelles qui sont à l'est du pays en train d'opérer, tous ces belligérants à l'est du pays.
on leur donne, offre de l'argent pour chaque arme qu'ils déposent. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile salakate, bezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti zongi, ba mama on a ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komina, 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavke oko sepela. Est-ce une bonne chose? Il y a ceux-là qui apprécient cela parce que c'est pas la première fois que ces genres d'opérations se font. Ça a déjà fonctionné à plusieurs reprises, mais je trouve aussi, selon moi, hein, sur des cryptages politiques, on ne voit pas les choses telles que les autres les voient, on cherche à aller en profondeur. Alors, selon moi, c'est pas une bonne chose. Cela montre encore une fois la faiblesse de notre armée, parce que si l'armée est forte, je le répète, ces gens-là, vous n'allez pas offrir de l'argent à quelqu'un qui doit vous rendre une arme. Ça ne se fait pas. Quand vous êtes fort, les gens déposent les armes eux-mêmes parce qu'ils se sentent coincés, ils voient leur vie en danger. Ils sont obligés de déposer des armes. Maintenant, quand ces gens, vous devez leur offrir de l'argent, donc vous leur dites ouvertement qu'on est faible, on ne peut pas vous arracher vos armes, alors prenez de l'argent et donnez-nous votre arme. C'est comme si vous achetez ces armes-là de leurs mains. Et là, maintenant, ils peuvent négocier, ils peuvent même vous dire, non, $100, c'est moi, au moins $500, parce que maintenant, là, ils regardent leurs avantages, ok? Moi, avec mon arme que j'utilise, je peux torturer la population, je peux me faire autant d'argent par jour, mais si vous me demandez $100 pour que je vous donne cette arme, comment je vais gagner ma vie? Mais vous voyez, seules les personnes qui auront du cœur, qui vont penser vraiment qui vont penser à toutes les atrocités, peut-être pour avoir de la conscience aussi, pour ne pas, pour dire, je ne veux pas, c'est que continuer à faire le mal, les gens qui préfèrent, qui veulent changer, hein, peut-être ces gens-là voudront retourner, voudront peut-être vous donner les armes, mais les autres qui gagnent leur vie en commettant toutes ces atrocités, je ne vois pas comment ces gens-là vont vous donner leurs armes. Comme je l'ai dit, c'est une faiblesse pour notre armée et aussi une insulte pour les populations, pour les personnes, les milliers, les millions de personnes qui sont déjà mortes, parce que ce sont ces mêmes personnes qui ont tué des gens, qui ont massacré nos frères et sœurs. Au lieu de répondre de leurs actes, ces gens-là se voient récompensés quand ils décident de retourner les armes. C'est une insulte. Ces gens-là, il faut que justice soit faite pour tous les millions des Congolais qui sont déjà morts. Justice doit être faite. Vous ne pouvez pas juste dire non, déposez les armes, on vous donne. C'est un peu ce qu'on fait là avec le Rwanda. On veut maintenant traiter avec les Rwandais. Au moins, ce sont ces gens-là qui ont causé la mort des millions de personnes. Le Rwanda a contribué massivement à la mort de nos frères congolais, mais aujourd'hui, on est en train de signer un accord, un traité, un accord économique qu'on veut traiter avec le Rwanda. C'est comme si on disait oublions toutes les personnes que vous avez déjà tuées et voulions travailler ensemble. Nous, on a les minéraux, vous n'avez rien. Venez, vous allez commencer à exploiter nos minéraux. Une insulte, encore une fois, pour les Congolais. Une insulte.
Je vais quitter ce point pour vous passer la dernière information. C'est Félix Tshisekedi qui refuse, Félix Tshisekedi refuse l'invitation de Donald Trump tant que les troupes de Kagame resteront en RDC. Là, c'est le porte-parole du gouvernement qui nous informe cela, qui nous dit cela. Patrick Moyaya, il a dit en tout cas, tant que les troupes rwandaises resteront en RDC, Félix Tshisekedi refuse l'invitation de Donald Trump. Je vous l'ai déjà passé. Félix Tshisekedi avait dit aux Congolais de la diaspora qu'il attendait seulement l'appel de Donald Trump pour finaliser avec cet accord, l'accord global entre le président Félix Tshisekedi et Kagame, sous la surveillance de Donald Trump et les autres membres du Qatari et de l'Union africaine. Alors, maintenant là, on nous informe qu'il a refusé. Il a refusé. Si les troupes rwandaises sont toujours en RDC, il ne doit pas aller parce que comment vous, c'est insulter ou humilier les Congolais. Comment vous pouvez accepter? On l'a obligé à signer cet accord économique. Bon, pas obligé, on l'a forcé. Hein? On l'a forcé à signer cet accord économique que lui-même ne voulait pas parce qu'il avait dit, avant de signer cela, les troupes rwandaises, les M23 aussi, devaient quitter la RDC. Ces gens sont toujours là. Mais on l'a obligé, oh non, ça commence à prendre trop de temps, les dossiers étaient prêts depuis août. Maintenant là, c'est comme si tu nous faisais tourner en rond, viens, tu vas signer. Au moins, la mise en œuvre, vous devez dépendre des deux mécanismes que je vous ai cités l'autre fois, la neutralisation des FDLR et le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Au moins, signe quand même, qu'on montre qu'on a fait un progrès. Alors, il signe. Maintenant, là, il a annoncé, je pense qu'il est allé un peu trop vite en besogne quand il a annoncé aux Congolais de la diaspora que maintenant, là, en tout cas, Makambo et Sili nous attendent tous et là, Trump a obenga biso kalamingi te akobenga biso pour que tout parfait fait accord wana global entre Kagame, Nangai, tout ça. C'est bien de dire tout ça, mais il a finalement compris que non, il ne peut pas. Je ne sais pas si c'est son conseil qui lui a dit ça. Comment tu peux accepter maintenant de signer un accord avec Kigali au moment où jusqu'à présent, les Rwandais sont toujours là-bas. Les conditions que vous avez imposées à ce qui est retrait des troupes rwandaises, la résolution même des États-Unis, la résolution 2773, cette résolution du mois de février, qui date du mois de février jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas encore été respectée. Les troupes rwandaises sont encore là. Les M23 sont en train d'occuper plusieurs des agglomérations de la partie orientale et de la RDC. Au moment où je suis en train de vous parler, les M23 continuent de tuer la population congolaise, continuent d'occuper et de tuer la population congolaise. Alors, comment est-ce que vous pouvez arriver à signer encore un accord global? C'est comme si vous acceptez de vivre dans la guerre, mais de l'autre part, vous cédez vos minéraux aux Rwandais et aux Américains, ce qui n'a pas de sens parce que la seule raison qui a motivé Donald Trump d'aller voir, qui a motivé Félix Tshisekedi d'aller voir Donald Trump, c'était que ce dernier puisse apporter la paix en RDC. Chose qui, malheureusement, jusqu'à présent, n'a pas encore été faite. Les Rwandais sont toujours là, les M23 sont toujours là à l'est du pays. Nos populations continuent à mourir. Chaque jour, il y a des Congolais qui meurent à l'est du pays. Alors, comment est-ce que vous pouvez arriver maintenant à signer un accord global au moment où rien de ce que vous avez demandé n'a été fait? En tout cas, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose que j'encourage. En tout cas, Monsieur Félix Tshisekedi, en tout cas, restez dans cette optique, dans cette façon de voir les choses. Ne vous laissez pas intimider. Ce sont nos minéraux. Personne ne vous a obligé d'abord d'aller proposer nos minéraux
d'aller proposer nos minéraux à Donald Trump et personne ne va vous forcer à le faire, à donner nos minéraux aux Rwandais. Les Rwandais, là, j'étais même pas d'accord qu'on puisse traiter avec les Rwandais. Les Rwandais, là, ont tué, ce ne sont pas nos frères. Hein? Il y a les Rwandais et les Ougandais, ces gens-là ne sont pas nos frères. J'aurais voulu qu'on puisse traiter même avec Evariste, le président burundais, que de traiter avec Museveni ou bien Kagame, ni même Ruto. Ce sont nos ennemis, ces gens-là. Je ne vois pas qu'est-ce que vous avez pris pour traiter avec ces gens-là. Mais il n'est pas un mauvais choix, une mauvaise chose, mais il n'est pas trop tard de rectifier le tir. Ne faites pas marche arrière par rapport à ça. Donc, vous ne pouvez pas aboutir à un accord global aussi longtemps que la guerre est toujours là. Les M23 sont toujours installés. Les M23 qui jusque-là imposent des conditions ne veulent pas continuer à signer cet accord. Ils veulent habiter le sol congolais et tout ça, les Américains voient ce qui se passe. Pourquoi ils ne s'imposent pas au M23? Pourquoi ils ne disent pas au M23, ok, M23, si vous ne quittez pas, moi-même, parce qu'il y a la MONUSCO qui est là. Je vais ordonner à la MONUSCO de vous traquer, de vous mettre hors d'état de nuire, de vous neutraliser. Pourquoi il ne fait pas ça? Un peu comme il le fait au Nigeria. Il a dit, parce qu'au Nigeria, on est en train de tuer les chrétiens. Moi, il a parlé au ministre de la guerre, parce que là, maintenant, il y a un ministre de la guerre, de se préparer, de lui donner toutes les informations. Si le gouvernement nigérian ne prenait pas les choses au sérieux, il était prêt à envoyer ses troupes là-bas au Nigeria pour s'occuper de ces djihadistes qui sont en train de tuer les chrétiens. Il a dit ça sera rapide et ça sera sucré. Il a dit ça. Si vous pouvez faire des menaces pareilles aux djihadistes, pourquoi ne pas faire ces mêmes menaces aux M23 qui sont là? Il ne dit rien par rapport à ces gens-là. Parce que lui et les Rwandais travaillent ensemble. Alors ne vous laissez pas intimider. Ce sont nos minéraux. Vous pouvez toutefois faire marche arrière. Vous pouvez toutefois annuler toutes ces choses-là et préparer notre armée à la guerre. S'il faut nous battre, il y a des gens qui sont déjà morts. Il y a des millions de personnes qui sont mortes. S'il faut mourir pour de bonnes causes, pour la souveraineté de notre pays, que cela soit fait. Que de donner nos minéraux et à la fin de la journée, c'est nous qui sommes perdants. La guerre est toujours là et on se moque de nous partout. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve prochainement avec le même amour, la même passion. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.